Du coup, on va accueillir notre invité du jour, Anaïs de La Petite Histoire Formation. Aujourd'hui, vous avez des commandes spéciales. Vous avez la commande point d'exclamation patrimoine pour accéder directement à la chaîne d'Anaïs. Donc voilà, vous avez la chaîne d'Anaïs. Du coup, sur YouTube, vous pouvez retrouver toutes ces informations parce qu'Anaïs nous parle de patrimoine. Et sans plus attendre, on peut accueillir Anaïs. Bonjour Anaïs, comment tu vas? On est bon, j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui pour parler de patrimoine. Mais du coup, moi, je vais vous parler un petit peu d'Anaïs, notre invitée du jour. Anaïs, du coup, qui est journaliste en presse régionale. Elle me disait qu'elle aimait Oui, toujours réaliser des reportages sur l'histoire, des lieux qui l'entouraient. Dans ses collègues du coup du Réveil, donc c'est un hebdomadaire régional, l'a surnommé le Stéphane Bern. Incroyable ça. tout à fait, oui. Et il y avait plein de petites blagues, du même genre sur le fait que j'étais absolument fan d'histoire et de patrimoine et que si j'avais la possibilité ce que j'ai eu d'ailleurs la possibilité d'interviewer des témoins directs de l'histoire, des marquis, des comtes. Il y a eu pas mal de blagues là-dessus, de mes collègues, parce que j'étais vraiment très orientée histoire. Le reste également, mais on va dire qu'entre la foire à tout et le château, je préférais aller faire un reportage, au château. Bah t'as bien raison. Bah, du coup, elle nous disait même sa passion ne date pas d'hier, parce qu'elle est fille de général. Elle a grandi au milieu des biographies de grands personnages historiques. J'ai obtenu ma licence d'histoire à l'université de la Sorbonne, puis une maîtrise en communication. Et je me renseigne régulièrement sur les dernières découvertes en théorie de notre histoire et celle des pays européens. En plus, tu as Tout à des fait. origines magnifiques, grecques et italiennes. Passionne d'autant plus pour l'histoire. C'était écrit quand tu as en origine des Grecs et Mmh. d'Italie, deux pays assez riches en histoire, Mmh. qu'on aime Oui, en beaucoup patrimoine. ici, et en patrimoine qu'on aime beaucoup du coup sur cette chaîne. Ces patrimoines sont souvent liés du coup à la nôtre. Mais Mmh. incroyable. Du coup, on va parler quand même de deux mots de ta chaîne quand même. Parce que du Mmh. coup, tu as une chaîne YouTube qui est née du coup avec les équipes de Secrets d'Histoire. Tu as rendu compte que les très belles images de l'histoire du patrimoine étaient un levier pour inciter les Français à visiter leur région. La crise sanitaire accélère ces tendances. On l'a vu, beaucoup de gens ont commencé à s'informer du coup sur des chaînes YouTube, sur Twitch, sur TikTok notamment, sur le patrimoine, parce qu'ils ont envie de découvrir un petit peu au lieu de rester chez eux. Et du coup, pour capturer un grand nombre de visiteurs, tu as ciblé les jeunes, tu as décidé de choisir YouTube comme réseau social. Et du coup, et TikTok aussi, je crois que tu as un TikTok TikTok, aussi. ouais. Bah, en fait, je crois que j'ai tout et que grâce à toi, de quelques semaines, je me suis même remis sur Twitter. Donc oui, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok, oui, voilà. Et TikTok. Cool. Et puis du coup, qu'est-ce que tu nous proposes comme contenu? Tu nous disais que tu proposais des contenus de recherche historique sur et leur scénarisation. Tu réalises des Oui. formats courts, divertissants, instructifs. Ce qu'on aime bien aussi Alors, ici, hein. ouais, tout à fait. En fait, le principe de la chaîne et donc de chaque vidéo, c'est que donc chaque vidéo est basée sur un site. Alors ça peut être évidemment des châteaux, ça peut être des sites archéologiques, ça peut être des usines, des bassins miniers, ça peut être aussi des savoir-faire, des artisans, savoir-faire historique. Donc voilà. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur notre patrimoine sous tous ses aspects, vraiment pas se concentrer que sur les châteaux. C'est vraiment tous les aspects et en fait, faire découvrir ce patrimoine. Alors souvent, et j'ai fait l'expérience il y a 2 semaines en allant au château de Chambord, c'est un château magnifique que j'avais visité quand j'étais enfant et là, j'ai visité d'ailleurs avec, le petit iPad, le petit Histopad, qu'ils utilisent. Alors c'est vraiment franchement, c'est chouette, mais voilà, à part nous décrire un peu, le fait qu'on est devant un fauteuil Louis XV ou des trucs d'architecture de ce genre. J'avoue que ça manque un peu de petits piments, de petites anecdotes et en fait, je me suis inspirée d'un de mes mentors, un historien qui est malheureusement décédé il y a peu. Mais voilà, l'idée c'est de servir des petites anecdotes de l'histoire pour parler de la grande histoire, parce que c'est toujours plus facile d'intéresser les gens quand on leur raconte, des histoires de complots, de maladies et cetera, plutôt que de leur parler, de la guerre en 1600 et quelques. L'idée, c'est vraiment de mettre en valeur ce patrimoine grâce à son histoire et c'est d'attirer le maximum de personnes avec des petites anecdotes, d'où le nom de la chaîne, La Petite Histoire du Patrimoine. Mais bon, c'est beau ça. D'ailleurs, tu dis justement, tu parlais de ton iPad, mais tu fais des circuits numériques et tu es aussi guide du coup. Je suis, on va dire, guide, via la chaîne. En fait, ça veut Ouais. dire que pour certains monuments, il est possible, en fait, tout simplement, quand on se va sur le site, du monument. Je vous donne l'exemple, le dernier en date, c'est le château de Duras, dans le Lot-et-Garonne. On peut se balader dans les salles ou, dans les jardins ou ces choses-là, pour découvrir, en fait, un peu comme le feraient, les guides, numériques ou les audioguides. En fait, en se baladant dans les salles, on peut découvrir les anecdotes, à partir de son téléphone. Il suffit d'avoir, des écouteurs et puis on écoute et on se balade avec son smartphone, en regardant, Bah, c'est génial ça. En tout cas, merci à toi. On nous disait que d'ailleurs, tu avais une magnifique tasse, apparemment. cadeau c'est un cadeau d'emménagement. Hein, tu veux une belle tasse. Est-ce que tu avais quelque chose Mmh. à ajouter sur cette petite introduction?
Ah non, je pense que c'est bon, ça suffit. Sauf Oui, si bon. quelqu'un a des questions en particulier, mais sinon, Voilà, il était passé des questions sur le patrimoine, sur l'histoire, on est là pour ça, mais ça, vous le savez très bien, hein. Si vous avez de toute façon, vous avez la commande point d'exclamation histoire, si vous n'avez pas compris quelque chose et on vous réexplique ça. ouais, faut pas hésiter, ouais. N'hésitez pas. Ah bah, du coup, on parlait aussi aujourd'hui, on est venu pour parler du patrimoine, mais avant de commencer, qu'est-ce que c'est le patrimoine? Alors, le patrimoine, en fait, c'est une notion qui date, pour faire un petit peu le côté un peu historique, on va faire un petit rappel. Alors, au départ, évidemment, le patrimoine, ça renvoie au patrimoine, au l'héritage, en fait, qu'ont ses parents. Et en fait, c'est à partir de la Révolution française qu'on a cette notion de patrimoine et surtout de préservation du patrimoine qui apparaît. Vous en doutez bien, avec la Révolution française et les révolutionnaires français, ce qui marque, c'est les destructions qui sont causées durant la Révolution, les destructions, sites, chrétiens, des sites catholiques, tout ce qui est en lien avec la noblesse et la monarchie. Et en fait, c'est un alors, paradoxalement, c'est un abbé qui s'appelle l'abbé Grégoire, que certains connaissent peut-être. Donc cet abbé Grégoire qui, malgré sa prêtrise, était un prêtre fervent, révolutionnaire, donc pas extrémiste, loin de là, mais c'était quand même il était très attaché à ses idées, libertaires et égalitaires de la Révolution. Et en fait, c'est lui qui d'ailleurs invente, vous pourrez le replacer dans Mmh, une conversation, c'est lui qui invente le terme vandalisme. En fait, c'est lui qui invente ce terme de vandalisme en référence aux destructions des révolutionnaires. Et en fait, c'est en dix pour vous donner une date, c'est en 1790 que devant l'Assemblée constituante, il met en garde justement face à ces destructions, et c'est sous son impulsion que l'Assemblée en fait va ériger en faire une sorte d'inventaire des biens du clergé et de la noblesse, bah, ensuite pour pouvoir les préserver. Donc voilà, ça commence, le patrimoine commence comme ça. on demande si est-ce que le patrimoine, du coup, c'est une partie du moine? Les parties du moine, c'est-à-dire. Je pense qu'on a des gens qui sont drôles, on a des gens qui sont drôles, qui veulent faire des Ouais, blagues. oui, c'est vrai, comme patrimoine, moine, mais en l'occurrence, c'est pas un moine, c'est un abbé. Alors je On ne sais avait pas quelle est la différence hop, d'ailleurs entre un moine et un abbé. je crois que si je me dis pas de bêtises, c'est, la circonscription qu'ils ont, c'est comme un député, un préfet Ouais, ça doit être et quelque chose comme le ça. moine, c'est sur la commune, si je me trompe pas et l'abbé, c'est un évêché l'évêque, c'est pour l'évêché et Bah, l'abbé, après, d'ailleurs, il a été, l'abbé Grégoire, il a été, bah, au moment de la Révolution, il a été, évêque, à Blois. Donc, on l'appelle l'abbé Grégoire, mais il a été aussi évêque à Blois. bah, je connais plus, je me rappelle plus exactement les différentes, différences abbé, évêque, Bah, évêque, l'abbé c'est plus haut. Évêque, c'est plus haut. évêque, c'est Abbé, plus haut, c'est moine, c'est, sûr. ouais. Non, Moine, ah c'est non, je suis bête. Le moine, c'est ceux qui sont dans les monastères, donc ils vivent, ouais. plus ou moins reclus. Et un abbé, lui, c'est comme un prêtre, il prêche, devant des, voilà. Après, moi, mes connaissances s'arrêtent là. Ouais, je suis pas expert en histoire religieuse, j'avoue. Non, non, non plus. Je n'ai pas ça. OK, c'est intéressant cette histoire de vandalisme du patrimoine et du coup, qu'est-ce que ça a donné par la suite, cette histoire de vandalisme? Bah, en fait, donc à partir après, on laisse le temps de la révolution et des de préoccupations politiques de la révolution, le temps de stabiliser un petit peu le régime. Mais au 19e siècle, en fait, on va commencer à avoir vraiment une volonté de préserver, le patrimoine. Donc c'est en 1837 qu'il y a vraiment la notion de patrimoine qui apparaît. Et en fait, c'est le patrimoine à cette époque-là, c'est lié vraiment aux monuments historiques. Donc les grands monuments historiques, par exemple, comme le château de Versailles, le château de Chambord, etc. Et d'ailleurs, l'écrivain Prosper Mérimée, qui est aussi historien et sénateur, en fait, c'est lui qui va prendre la tête d'une nouvelle commission, qui est la commission des monuments historiques, qui existe toujours, qui est rattachée au ministère de la Culture. Donc, il prend la tête en 1840 et il va parcourir la France, en fait, pour noter les sites qui sont dignes d'être préservés pour leur histoire, pour leur architecture, pour leur art. Et bah, pour vous donner un exemple, justement, je parlais du château de Chambord, et en fait, le comte de Chambord, qui hérite du château au 19e siècle, va en fait travailler avec Prosper Mérimée, avec cette commission, bah, pour préserver le château de Chambord qui était vraiment en mauvais état. Et en fait, c'est grâce à ces deux hommes que le château de Chambord a été restauré. Donc voilà. Et puis aussi, à partir du 18e et du 19e siècle, on va avoir les premiers musées. Alors, le musée du Louvre devient musée, enfin le château du Louvre devient musée du Louvre en 1793. En 1794, que je dise pas de bêtises, c'est le Conservatoire des arts et métiers qui apparaît, d'ailleurs sous l'impulsion de l'abbé Grégoire. Et on a tout un tas de musées qui apparaît.
Et aussi, donc toujours à cette période 1830-1840, le nouveau roi de France, Louis-Philippe, pour des raisons politiques évidemment, il veut essayer de s'attacher les faveurs du peuple français, donc il va faire plusieurs choses dans cette optique-là, d'essayer de s'attirer les faveurs du peuple. Il va par exemple créer le musée, enfin l'histoire de France au château de Versailles. Vous verrez, ceux qui connaissent le château de Versailles, quand vous êtes face au château de Versailles, il y a un grand bâtiment à gauche, et en fait c'est un musée qu'il a créé lui-même pour mettre en avant toute l'histoire de France. C'est aussi lui, j'aime beaucoup cette anecdote, je l'avais racontée à mes élèves, cette année. C'est lui qui fait rapatrier les cendres de Napoléon, d'accord? Ils sont tous les 2 monarques, mais bon, il y en a un, c'est empire et l'autre, c'est, monarchie, et en fait, c'est lui qui fait rapatrier les cendres de Napoléon à Sainte-Hélène. Et donc quand le cercueil de Napoléon arrive à Paris et qu'il va jusqu'aux Invalides, le peuple, d'ailleurs, le roi Louis-Philippe et sa famille sont installés au balcon des Tuileries. Quand le cercueil passe devant le roi et devant le peuple crie: «Vive l'empereur!» Alors qu'il y a le roi juste au-dessus. Donc, j'aime bien cette petite anecdote. Mais voilà, donc enfin, tout ça pour vous dire, le patrimoine commence à devenir quelque chose d'important, et ça devient aussi un enjeu politique. On le voit avec Louis-Philippe, et puis petit à petit, on va avoir, la naissance du terme monument historique en 1913. En 1964, on a André Malraux, donc qui est ministre de la culture, qui va créer un immense inventaire général, mais vraiment de tous les monuments, de toutes les richesses, un peu comme l'avait fait Prosper Mérimée, mais en vraiment en un inventaire un peu plus grand. Et puis, on va dire la dernière date que je pourrais vous citer, c'est 1996. C'est la naissance de la Fondation du patrimoine. Alors, particularité, donc c'est une association privée, qui est reconnue d'utilité publique, mais c'est une association privée qui, en fait, va s'attacher plus particulièrement, et ça vous le savez peut-être pas, mais la Fondation du patrimoine, elle s'attache en particulier à tout ce qui est monuments de proximité. Donc son but, c'est évidemment de recueillir des fonds pour, tout ce qui est travaux ou, rénovation ou des choses comme ça du patrimoine. Là, par exemple, pour la Notre-Dame, la fondation a fait quelque chose pour la rénovation après l'incendie de Notre-Dame, mais elle s'attache surtout au petit patrimoine, donc, les églises ou les petits patrimoines des petites collectivités qui n'ont pas justement les moyens, comme le château de Versailles, ou des mécènes aussi importants. Mais on va dire qu'aujourd'hui, les organismes qui défendent un peu le patrimoine, on a des nouveaux, comment dire? Des nouveaux acteurs. Je ne sais pas si vous connaissez, on a D'Artagnan, je surnomme les mousquetaires du patrimoine. C'est tout ce qui est crowdfunding pour lever des fonds pour les travaux du patrimoine, château, et cetera, et cetera. Mais on a aussi des pages Facebook, des personnes, qui se mobilisent pour le patrimoine de leur village, de leur ville. On a bien sûr le loto du patrimoine de Stéphane Bern, et cetera, et cetera. Donc voilà un peu comment est née cette notion, enfin comment est née, comment a évolué cette notion du patrimoine. Intéressant cette anecdote avec, Napoléon parce que ce qui est assez drôle, c'est que c'était lui qui avait mandaté, en tant que conservateur en chef, directeur du Louvre. Du coup, pour récupérer en fait toutes les œuvres, qui avaient pas, entre guillemets, «été récupérées» pendant le conflit napoléonien, et pour en faire un musée parce il avait notamment fait son expédition en Égypte et en Italie aussi. Il avait récupéré énormément, d'œuvres en fait, et il voulait Ouais, faire il avait un fait musée. un peu ouais, il avait récupéré des œuvres effectivement un peu partout enfin tout simplement des pays, dont il était, enfin, qui appartenaient à l'empire, autre que la France effectivement, nous a fait un petit coup un peu comme les nazis avant l'heure, mais bon, Ça, il a voyons, voilà. récupéré aussi la pierre de Rosette aussi, par exemple, qui a été découverte à ce moment-là. Ah ouais, sauf que les Britanniques l'ont récupéré. Ouais, c'est eux qui l'ont récupéré, mais bon, il avait dit quoi? Il s'est passé dans les affres de la guerre, on perd des choses, on va dire. Du coup, c'est Bah, donc ce qui est marrant en plus, c'est que quand il a dû abdiquer la première fois, les Anglais, en tête de liste évidemment, mais avec les autres monarchies, les Anglais avaient autorisé la France à garder un certain nombre d'œuvres. Mais la deuxième fois, en 1815, ils ont plus été du tout indulgents, et donc on a dû rendre plusieurs œuvres, que Napoléon avait récupérées. Mais la première fois, on a failli s'en sortir correctement, et on en a gardant quelques œuvres qu'il avait, on va dire à peu près, ou qu'il avait récupérées. les affres de la Ah bah, guerre, hein, quand mmh. tu es vainqueur, tu as le droit de prendre dans les traités de paix, tu as tout le temps des œuvres d'art qui sont mis dans les traités. Justement, tu as le droit de prendre X œuvres d'art, et après, quand tu perds, on reprend une œuvre de guerre, mais généralement, tu es tout le temps gagnant, hein. On n'a pas rendu autant qu'on en a pris à cette période-là. Ouais, il y a même quelques conflits aujourd'hui, du coup, pour certains musées qui veulent récupérer certaines œuvres. Ah ouais, ça aussi, c'est une question, liée au patrimoine. Ça veut dire que, et je l'ai vu en fait, je l'ai vu en vrai, dans plusieurs pays qui réclament justement, ces œuvres. Le retour des œuvres, c'est une grande question. On a par exemple, en Grèce, alors
À Athènes, ça c'est un peu moins le cas, mais dans les années 80 jusqu'au début 2000, en fait, la Grèce accusait, le la Grande-Bretagne et le British Museum de leur avoir volé, les frises du Parthénon, puisque les frises qui ornaient le Parthénon sont pas dans le musée d'Athènes, mais, au British Museum. Parce qu'à l'époque, l'archéologue qui a travaillé sur les fouilles du Parthénon, a demandé l'autorisation à l'époque à l'Empire ottoman, puisque la Grèce, faisait partie de l'Empire ottoman, de récupérer. Donc à cette époque, au 19e siècle, ça posait pas de problème. Et en fait, aujourd'hui, dans les années 80, il y a une ministre, la ministre de la culture grecque qui a en fait réclamé. Elle a d'abord essayé d'un point de vue judiciaire, puis ensuite d'un point de vue diplomatique. Finalement, ça c'est un échec. Mais elle a demandé effectivement à la Grande-Bretagne de récupérer les frises, puisque ça appartenait au peuple grec. Mais il y a plein d'autres. Par exemple, c'était il y a quelques années, je suis allée sur l'île de Milos. Alors l'île de Milos, voilà, c'est une île des Cyclades. Mais c'est de là que vient la Vénus de Milo, en fait. Et on voit, en fait, quand on embarque, quand j'ai vu, mais je pense que c'est toujours le cas, quand on embarque sur le ferry, juste avant l'entrée du ferry, il y a un panneau, qui demande, en fait, la restitution de la Vénus de Milo, qui a été trouvée sur cette île. Mais on a plein de petites choses comme ça. Il y a aussi des statuettes, qui appartiennent au Bénin, qui sont exposées au quai Branly. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça où, en fait, effectivement, les pays d'origine, et ça, c'est une autre question, réclament, les œuvres des musées. Mais bon, ça, Attends, est-ce qu'il faut rendre les œuvres? C'est euh, ça, des c'est une questions. question très compliquée, hein, je sais, entre les gens Mmh. qui ont trouvé, les gens qui ont financé du coup la recherche, qui ont permis de ces œuvres d'être retrouvées, et après les pays à qui ça appartient. Je sais qu'au Bénin, par exemple, le Quai Branly a renvoyé quelques-unes des œuvres justement pour. Oui, Ils ont trouvé un ouais. accord pour envoyer certaines de leurs œuvres, pas tout, mais une partie de la collection en tout cas. De toute façon, après, il y a la question de, bah, c'est, je veux dire, l'histoire du pays qui est faite de telle manière qu'effectivement, au 19e siècle, la Grèce, appartenait à l'Empire ottoman et les fouilles ont été entreprises par des Britanniques. Et puis, il y a pas les mêmes lois qu'à l'époque, il y avait pas les mêmes lois qu'aujourd'hui. Et puis après, il y a la question aussi, de, au bout d'un moment, si tout le monde fait ça, on vide les musées, occidentaux. Donc, Ouais, et c'est la puis question, quoi. tu aussi une question sous-jacente là-dessus, c'est la protection de ce patrimoine-là, parce que des fois, tu as des pays qui sont pas forcément stables, qui Ouais, veulent ouais. récupérer certaines œuvres, et il y a aussi, alors il y a aussi l'aspect financier parce qu'on va perdre les œuvres, donc le musée va se vider. Mais aussi, Mmh. est-ce que du coup, les pays ont la capacité de protéger Ouais, ces œuvres, les bonnes conditions, effectivement, une condition de pour préservation? conserver. Mmh. Et bonsoir Arcator, j'espère que tu vas bien. Parce que aussi la question c'est ces œuvres, moi ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a des trucs qui sont faits, ces accords pour que les œuvres en fait bougent avec des expositions temporaires dans certains endroits, justement pour que on va pas vous la donner, mais du coup on va vous donner une exposition pendant 3 6 mois, peut-être vous allez faire une exposition avec ces œuvres. Je sais que c'est ce qui avait été fait pour le Bénin, justement, ils ont dit bah oui, vous n'avez pas forcément toutes les conditions requises pour accueillir autant d'œuvres, Mmh. du coup on va vous donner une partie et vous allez faire aussi une exposition avec certaines autres. Tout à fait, et d'ailleurs, ça se passe régulièrement, même en dehors de conflits, c'est une solution tout à fait envisageable. En dehors des conflits liés, à la restitution d'œuvres, les œuvres, peuvent effectivement bouger. On a vu le cas, il y a 2 3 ans avec, l'exposition Toutankhamon. Là, l'année prochaine, enfin en 2023, on va avoir l'exposition Ramsès II. Donc ça c'est un moyen effectivement de voir des œuvres qui peuvent bouger un peu partout dans le monde, même quand c'est des œuvres, d'autres pays, ou de voir revenir certaines œuvres dans les pays d'origine. Ah bon, et puis non, t'inquiète pas, Arcator, le chat il peut appuyer sur le chat si tu veux, il y a aucun souci. Et puis nous on va bien, on est tranquillement en train de discuter du patrimoine, donc on parle d'histoire. Et vu qu'on est deux férus d'histoire de patrimoine, et moi ça se passe super bien. Ok. En plus, ce qui est marrant, sur l'anecdote que tu as inventée sur Louis-Philippe, c'est que justement Louis-Philippe avait rapatrié les cendres de Napoléon pour augmenter son prestige, du coup, pour faire grandir le patrimoine, pour faire grandir la royauté. Mais au final, bah, ça l'a beaucoup plus desservi en termes d'image qu'autre chose, parce que ça a retourné un peu l'opinion publique contre la royauté et a donné, comme tu l'as dit tout à l'heure, une grosse envie de empire, à redonner un petit peu de l'aura à l'empire. Alors, Nostalgie, ouais, de un peu peu de de choses. Ça, nostalgie c'est quelque impériale. chose qui revient encore aujourd'hui, la nostalgie de l'Empire, c'est quelque chose qui revient. Mais après, il avait effectivement quelques bonnes intentions derrière ses idées Ah, politiques, mais et encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. Le patrimoine sert la politique, dans de nombreux domaines, hein. Il suffit de regarder le château de Versailles qui sert, notamment avec Emmanuel Macron, qui sert, le prestige de la France lors de venues d'hommes d'État, plein d'autres choses comme ça. Même le repas gastronomique français qui est inscrit à l'UNESCO, sert en fait, enfin comment dire? Dans le label de l'UNESCO du repas gastronomique, il y a vraiment aussi de ce côté, cérémonie, il y a, de qui est lié, vraiment, au patrimoine français, servir à table dans une belle table, ça fait partie du patrimoine français. Donc voilà, c'est, une utilité ça a une utilité pour la politique et la géopolitique d'ailleurs.
On a dit justement Macron, il aime bien les symboles et les apparences. Ouais, ça, oui, bah, c'est sûr qu'après choisir le château de Versailles, il a pas choisi le château le plus moche, ni celui qui a le moins de symboles politiques, de symboles de la grandeur de la France, c'est sûr que bon, c'est pas, D'ailleurs, ça c'est bien parce que anodin. tu m'as amené sur la question que je voulais te poser justement sur cette réalisation aujourd'hui du patrimoine. Est-ce que il y a aussi pour est-ce que ça sert à l'intérêt de le protéger ou alors c'est plutôt politique? Comment ça, qu'est-ce qui sert à La pro réutilisation du patrimoine, là, tu prenais l'exemple justement de Macron, donc ça m'amène moi à me poser la question, est-ce que c'est plus politique ou alors il y a plus un réel intérêt de protéger le patrimoine? En l'occurrence, là, pour l'utilisation politique, que ça soit pour le château de Versailles ou que ça soit pour d'autres sites, ailleurs dans le monde, ça donne toujours de la visibilité parce que mais souvent, ça concerne le gros patrimoine qui alors c'est pas que le grand patrimoine n'a pas besoin de mécènes ni de des choses-là, mais on va dire que une utilité ça donne de la visibilité à un patrimoine qui a déjà énormément de visibilité. C'est sûr que s'ils pouvaient faire ça dans les lieux plus petits et servir le petit patrimoine, ça servirait vraiment à la valorisation et donc à la préservation du patrimoine, je pense. Ça m'amène du coup à la question, c'est quoi l'importance aujourd'hui que tu vois dans le patrimoine? Quelle est l'importance du patrimoine aujourd'hui? Alors après la question elle peut se poser enfin, selon moi, et après, peut-être, selon les associations de sauvegarde, mais je pense que ça se rejoint. En fait, pour moi, le patrimoine, c'est quelque chose de tangible qui est enfin, c'est lié à notre passé, à notre histoire et c'est quelque chose de tangible qu'on peut «toucher» entre guillemets. Donc pour moi, c'est important de le préserver parce que c'est un témoin de notre passé. Ça permet ensuite de transmettre, aux générations futures. Donc, moi, je le vois comme ça, je vois le patrimoine comme quelque chose de tangible lié à notre passé. C'est plus facile d'expliquer Louis XIV quand on est au château de Versailles, plutôt que devant un tableau, à des élèves. Il y a plein de là aussi où je trouve que c'est important, par exemple, avec la labellisation, de l'UNESCO du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, ça montre que voilà, il suffit pas que ça soit un château, ou quelque chose de grandiose, de magnifique, plein d'or pour que ça soit, important pour notre patrimoine. L'inscription du bassin minier de l'UNESCO et d'autres bassins miniers, aux monuments historiques ou d'autres, labels, ça montre qu'en fait que le paysage du Nord-Pas-de-Calais, les différents éléments des anciennes mines, ça montre en fait que l'inscription de ce type de patrimoine qui n'est pas quelque chose un château, plein d'or, ça montre encore une fois que voilà, c'est important de garder des traces de notre passé et l'exploitation de la mine pendant 3 4 siècles, ça fait partie de notre passé donc c'est tout aussi important de préserver ce type de patrimoine que le château de Versailles. Encore une fois, je compare au château de Versailles, mais c'est pour aller plus vite. Ça peut être autre chose. Ah beh, c'est une excellente comparaison parce que tu as 2 points totalement différents et là tu as parlé notamment de l'UNESCO. Ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, c'est pas parce que tu es entré dans le patrimoine mondial de l'UNESCO que tu vas y rester ad vitam aeternam. Je sais qu'en Angleterre, par exemple, il y a des endroits qui ont perdu leur statut, je crois que c'était je sais pas si c'est les quais de Liverpool ou quelque chose comme ça qui avaient perdu leur statut au patrimoine mondial de l'UNESCO et ça mène à la question, l'UNESCO, peut-être en parler en 2 mots, quand est-ce que ça a été créé, à quoi ça sert et comment ça fonctionne peut-être? Alors en fait, donc comme on l'a vu au début, le patrimoine, c'était une notion vraiment nationale et en fait, c'est après la Seconde Guerre mondiale et les destructions de la Seconde Guerre mondiale qu'on commence à se dire que le patrimoine, c'est quelque chose de le patrimoine d'ailleurs, c'est le terme à l'UNESCO, c'est patrimoine mondial de l'humanité. Ça veut dire que le patrimoine, il est pour l'humanité et donc c'est, à partir de la Seconde Guerre mondiale qu'on commence à s'y intéresser et avec toutes les organisations qui naissent, sous l'égide ou rattachées à l'ONU, on a l'UNESCO parce qu'en fait l'UNESCO c'est bien un organisme qui est rattaché à l'ONU et l'idée c'est vraiment c'est de se dire d'ailleurs comment dire la devise de l'UNESCO c'est les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes, c'est donc dans l'esprit des hommes que doivent s'élever les défenses de la paix. Donc en fait l'idée de l'UNESCO parce que l'UNESCO évidemment on pense à la liste du patrimoine mondial mais l'UNESCO ce- concrètement l'UNESCO en français ça veut dire Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Donc c'est vraiment, c'est aussi pour l'alphabétisation, par exemple, pour le développement de l'alphabétisation. Mais l'idée, c'est vraiment de se servir de la culture et d'apprendre à connaître les autres cultures pour justement éviter la guerre. Donc, pour être précis, c'est en 1946
que naît l'UNESCO avec au début une vingtaine de pays et aujourd'hui, si je me trompe pas, on doit en être à une centaine, quelque chose comme ça de pays. Alors évidemment, comme toute organisation internationale, il y a des hauts et des bas. Ça veut dire qu'il y a des pays qui adhèrent, qui ressortent. On a les États-Unis qui sont sortis, rentrés. On a l'Afrique du Sud qui est rentrée, sortie, etc. Au fur et à mesure justement des questions géopolitiques, on a les pays qui rentrent et qui sortent de l'UNESCO et donc qui donnent et qui ne donnent plus pour le patrimoine. Donc voilà comment est né l'UNESCO et pourquoi en fait l'UNESCO est né. L'idée, c'était vraiment de faire connaître les cultures des autres et de préserver le patrimoine qui est le patrimoine de l'humanité. Pour vous donner un exemple, le patrimoine d'Égypte, les temples égyptiens sont évidemment des temples qui sont liés à l'histoire de l'Égypte, mais tout le monde connaît et c'est un peu le patrimoine, c'est un patrimoine mondial, quoi, là, qui ne doit pas être réservé uniquement aux Égyptiens. Tout à l'heure, nous, on a quand même ça rejoint un petit peu le mantra de la chaîne, hein. Le mantra de la chaîne, c'est on sait où l'on va quand on sait d'où l'on vient. Donc on est vraiment dans cette recherche-là de l'histoire, connaître son histoire pour comprendre en fait comment vivre aujourd'hui et comment comprendre le futur, hein, parce qu'il y a plein de choses qui ont été faites dans le passé et c'est intéressant de se redécouvrir. On parle souvent des penseurs grecs ici, parce que je suis un grand fan de philosophie grecque, qui ont fait beaucoup de choses. Et dans le chat, on nous disait justement peut-être que ça donne du baume au cœur, de la fierté, de la motivation, de mémoire qui nous pousse en avant et nous permet d'imaginer un acte passé ou encore un contexte situationnel. Voilà, c'est ça, le patrimoine, c'est quelque chose qui nous rattache au passé, en fait. C'est vraiment un lien entre aujourd'hui et le passé. Et là, d'ailleurs, et même demain et le passé, si on arrive à le préserver. Donc, donc On nous dit du coup, je sais pas d'où je viens, je sais ni d'où je vais, ni où je vais, mais par contre, j'y vais. Ah merci, merci. Pourquoi dans l'utilité aujourd'hui de l'UNESCO, est-ce que ça fonctionne encore aujourd'hui pour protéger le patrimoine? Parce qu'il y a plein de questions. ah, bah, ça, c'est comme pas mal d'institutions, même l'ONU d'ailleurs, puisque de toute façon c'est pareil. Est-ce que l'ONU sert encore à quelque chose? Est-ce que l'UNESCO sert encore à quelque chose? Déjà ça a servi et ça sert pour vous donner un exemple concret, que vous y soyez allé ou pas d'ailleurs, en Égypte, je pense que le si on vous dit temple d'Abou Simbel, ça vous dit quelque chose, c'est le temple avec les immenses statues de Ramsès. En fait, ça s'appelle le temple d'Abou Simbel, mais au départ, c'était les temples d'Assouan, donc un peu plus haut en Égypte et en fait, pour montrer encore une fois que le patrimoine, c'est quelque chose qui est lié à l'humanité et pas seulement à l'Égypte. Donc c'est en 1900, que je dise pas de bêtises, c'est en 1964 qu'en fait que l'UNESCO va déménager ce temple parce que le président, de l'époque, le président, Nasser d'Égyptien, a fait construire un barrage qui menaçait plusieurs temples, dont le temple d'Abou Simbel et l'UNESCO et une cinquantaine de pays n'étaient pas intervenus, en fait, le temple aurait tout simplement disparu sous les flots et donc c'est une cinquan sous l'égide de l'UNESCO, c'est une cinquantaine de pays qui a déplacé vraiment le temple. Donc, il y a eu, je ne sais pas si tu peux montrer, par exemple, des images justement de ce déménagement du temple d'Abou Simbel ça a duré 4 ans, en fait. Ça a duré 4 ans, le déplacement, découpé pierre par pierre, transporter ces pierres. Pour vous donner, en tout, il y avait 1035 blocs qui faisaient chacun entre 20 et 30 tonnes, qui ont été déplacés donc d'Assouan à un peu plus bas, à Abou Simbel. Justement, bon, il y a eu le même travail, peut-être en un peu moins pharaonique, mais il y a eu le même travail pour le temple de Philae. Mais vraiment, donc plus de 900 personnes, cinquantaine de pays qui ont travaillé pour sauver ce patrimoine et si on peut le voir aujourd'hui, c'est, bah, grâce à l'UNESCO mais il y a encore plein d'exemples. Plus récemment, on a par exemple les mausolées et la mosquée, la grande mosquée de Tombouctou au Mali, en tout cas pour l'instant qui est préservée ou en tout cas qui tente d'être préservée et d'être valorisée, par l'UNESCO malgré l'État islamique et malgré la guerre. Et effectivement, c'est quelque chose qui est important pour le pays de pouvoir, même pour les voilà, on parle souvent de l'Égypte ou de la Grèce ou de la France, mais le patrimoine existe aussi dans les pays en guerre, dans ces pays-là et donc c'est important, on va dire que c'est important que l'UNESCO, fédère en quelque sorte, les pays pour sauvegarder, du patrimoine, du patrimoine, tel que les patrimoines des pays en guerre. Donc est-ce Ouais. que ça sert? Oui. Après, pour vous donner un exemple plus récent encore, le temple de Bel, donc le fameux temple de la ville de Palmyre en Syrie. Là, pour le coup, l'UNESCO n'a rien pu faire parce que c'était en pleine guerre, en 2015, en pleine guerre, en Syrie, tout simplement. On l'a vu d'ailleurs à la télé pratiquement en direct. On a vu le temple, je sais pas si tu peux montrer encore une Ouais, je suis fois en train de le montrer, je suis en train de montrer. voilà. On a vu le temple se faire, qui a été dynamité, il avait vraiment été dynamité, on l'a vu pratiquement en direct, on a vu ce temple qui date
de l'époque romaine, du 2e siècle, ce temple et même ce site archéologique qui est un site immense, qui était un témoin vraiment des caravanes qui allaient de l'Orient vers l'Empire romain, qui a été dynamité. Et là, pour le coup, l'UNESCO n'a absolument rien pu faire parce que malheureusement, quand il y a des guerres, l'UNESCO cherche à protéger le patrimoine en amont, donc en intervenant avant les gros conflits. Et après, bah, quand le conflit est déjà entamée. Malheureusement, l'UNESCO ne peut pas faire grand-chose. Elle travaille quand même avec les casques bleus quand il y a une mission des casques bleus pour essayer de sensibiliser la population à la préservation du patrimoine. Mais en l'occurrence, quand il y a des massacres, comme c'est le cas avec l'État islamique, l'UNESCO est malheureusement impuissante à intervenir. D'ailleurs, on avait une question parce que le temple d'Abu Simbel, on a parlé il y a pas longtemps en live. On avait expliqué justement qu'ils avaient construit, du coup, ils avaient un barrage. Du coup, ils n'avaient pas réalisé que du coup, en construisant ce barrage, ça allait inonder le temple d'Abu Simbel. Donc, ils Alors, avaient été obligés. est-ce qu'ils avaient réalisé Mm. déjà ça, j'avoue, je sais pas. Est-ce qu'ils avaient réalisé oui ou non? Ou est-ce que c'était bon, bah, tant pis, on a besoin d'électricité ou de quoi que ce soit d'autre, enfin, Ouais. on n'a pas et surtout de gérer les creux du Nil, parce que c'était aussi ça l'idée des barrages d'Assouan. Effectivement, c'est quelque chose, alors ça, je pourrais pas dire si c'était, voilà, si dans sa volonté de construire ce barrage, le président Nasser avait fait attention ou pas au patrimoine, ça, je pourrais pas le dire. Ah, je pense il avait pas du tout dans l'idée, il n'avait pas fait attention que ça allait pouvoir ça et qu'il y a des spécialistes qui lui ont dit après, hein. Mmh, c'est Bon, après, possible. on sait pas. Mais on a posé la question qui était intéressante. Ils ont réussi à faire ça en seulement 4 ans, de le découper morceau par Ouais. morceau et le refaire? Alors non seulement ils ont découpé les statues, le temple, mais en plus ils ont recréé parce qu'en fait, si vous voyez même encore aujourd'hui, le temple, d'Abou Simbel est construit à flanc de colline et en fait les ingénieurs ont reconstruit une colline artificielle et ils sont allés jusqu'au bout parce que non seulement ils ont reconstruit la colline artificielle pour que le temple soit vraiment adossé comme le temple originel, mais ils ont fait en sorte que, 2 fois par an, comme dans le temple originel, le soleil entre dans le temple et éclaire la barque sacrée. Donc en fait, ils ont Stylé. vraiment essayé de faire les choses jusqu'au bout en faisant juste ce petit rituel qui est vraiment propre au rituel égyptien, de l'Égypte, ancienne et donc ils ont vraiment ils ont essayé de faire les choses bien et le temple de Philae aussi a été déplacé. Là, c'est carrément déplacé d'une île à une autre île. Un petit Ouais, Philae sur une c'est île. dingue. Donc, il y a quand même des choses assez incroyables qui sont faites pour le patrimoine aujourd'hui. Mmh mh. Et, ça m'amène à une petite question plutôt pour toi. Comment ça se fait, t'as l'air vraiment passionné par ça, t'en parles vraiment avec énorme passion. Comment t'es arrivé à te passionner pour ça? On a vu dans ta petite présentation, mais peut-être qu'il Mmh. y a d'autres choses en plus qui t'ont amené là-dessus? À partir du lycée, on va dire que j'ai vraiment été passionnée par l'histoire. J'ai eu la chance d'avoir un prof, extraordinaire et puis, j'ai eu la chance de rencontrer donc des historiens, qui m'ont vraiment passionnée et puis, en fait, justement, grâce à mon métier de journaliste, j'ai pu rentrer dans des châteaux qui se visitaient ou qui se visitaient pas. J'ai pu rencontrer aussi des propriétaires qui étaient vraiment passionnés, d'ailleurs des propriétaires qui pouvaient être des propriétaires privés, des personnes lambda, comme, des marquis ou des comtes qui étaient vraiment, attachés à leur bien à leur château, pas tant en tant que leur château parce qu'ils sont marquis donc ou et cetera, donc c'est leur bien, mais ils étaient vraiment attachés à transmettre, l'histoire de leur famille, l'histoire de ce bâtiment et je sais pas, c'est la passion des autres qui m'a et des bâtiments magnifiques ou des sites magnifiques. Là, par exemple, bientôt, j'espère pouvoir, créer une vidéo sur les bassins miniers et l'idée de me retrouver sous terre et de voir les conditions de vie des miniers. Bon, si le projet se fait, j'ai vraiment hâte de découvrir, de faire découvrir, cet élément de notre patrimoine, donc je pense que c'est une passion et encore une fois, c'est comme tu l'as dit, j'ai grandi au milieu des biographies historiques, des documentaires ou des choses comme ça et d'ailleurs, je suis pas la seule. J'ai un de mes frères qui est lui, est vraiment un puits de science, parce que moi j'ai fait des études d'histoire, lui il a fait autre chose, mais lui c'est, un autodidacte et il est passionné, autant que moi par l'histoire, donc ça peut être une petite question de famille, puis après la curiosité personnelle. Bah, c'est cool, ça. En plus, ton projet d'aller dans un bassin minier, c'est quand même quelque chose qui est totalement différent de ce qu'on peut voir d'habitude. Ça donne des conditions totalement différentes, toi, parce qu'on rappelle, tu fais de la vidéo, de pouvoir filmer dans ces conditions-là, ça donne pas mal d'organisation. Est-ce que tu t'es déjà préparé à ça? Non, on va dire qu'on va voir si le projet peut se faire et après on verra le côté technique.
J'avoue que je pense que je demanderais de l'aide je demanderais de l'aide pour le côté vraiment technique, lumière et cetera. Mais bon, ça en fait, chaque tournage est un défi, parce qu'après on pense évidemment, on se dit: «Le bassin minier, ça va être une catastrophe de filmer, dans les puits de mine ou les choses comme ça». Mais après, mine de rien, pour l'avoir vécu il y a pas longtemps, tourner dans un château, les salles, elles sont souvent très mal éclairées. Mmh. Donc c'est aussi ça reste un défi, quotidien. Puis selon certaines salles, si elles sont meublées ou pas, ça résonne. Là justement, là j'ai une vidéo à venir sur, ça se passe dans le sous-sol en fait, ouais, dans le sous-sol d'un château. Et j'avoue que je me suis pris la tête en espérant que ça sera correct parce que ça en fait, les salles vides, surtout comme ça en sous-sol, c'est une horreur, ça résonne. Donc ça demande à chaque fois, chaque tournage a plus ou moins ses péripéties, on va dire. Donc le bassin minier, ça fera partie des péripéties, quoi. Ce qui Mais est on bien, c'est que s'améliore avec le ce qui est bien, c'est que tu as fait une petite vanne au passage, hein, tu as dit: «Mine de rien». oui, C'était ah beau. bah, déjà, c'est même fait exprès. C'était beau, c'était magnifique, hein, je sais pas si les gens l'ont remarqué ou pas, moi je l'ai vu, j'ai entendu. Ah bah, moi, je Et t'avoue, j'ai pas fait attention. et du coup, ça m'amène au fait que là, aujourd'hui, on essaie de faire de la vulgarisation historique, tous les 2. On essaie de protéger un petit peu ce patrimoine, que ce soit par la vidéo, que ce soit par Twitch, que ce soit par le podcast. Comment aujourd'hui, concrètement, quelqu'un qui est intéressé par le patrimoine, il peut, œuvrer en fait en faveur du patrimoine pour essayer de le préserver? Moi là et c'est un peu le but de ma chaîne. Pour moi, la manière de pour tout le monde vraiment, sans pour autant être sur, tous les réseaux sociaux, pour moi, pour préserver ce patrimoine et c'est le but de ma chaîne parce que c'est de faire découvrir, mais aussi c'est faire visiter. Pour moi, le pa comme le en fait, pour citer, le marquis de Breteuil, donc propriétaire du domaine de Breteuil dans les Yvelines, il m'avait expliqué ce que je lui avais demandé justement, je lui avais posé un peu ce genre de questions. Il m'avait répondu que pour lui enfin les visiteurs et les enfants notamment, sont en fait des petits mécènes. Donc en fait, c'est grâce à nous, grâce aux visites de monsieur et madame tout le monde, que le patrimoine peut vivre. Alors c'est sûr qu'on n'a pas les moyens de LVMH pour, financer, des énormes travaux, mais c'est aussi ça un peu le but du loto du patrimoine et de la mission Berne, c'est de faire comprendre aux gens que le meilleur moyen de préserver notre patrimoine, c'est de le visiter. Donc voilà, c'est de le visiter, et donc pour moi, c'est un moyen pour, après il y a plein de choses. Il y a le crowdfunding comme le fait d'Artagnan pour participer. Il y a le loto du patrimoine qui est un peu à peu près la même idée, c'est de récolter des fonds pour aider le petit patrimoine à pouvoir, se rénover ou à se reconstruire. Moi, j'essaie de faire connaître justement ce patrimoine grâce aux vidéos pour inciter à visiter, parce que pour moi, c'est vraiment la première source de revenus. Je sais que j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que c'est la première source de revenus. Ouais, je pense que c'est le mécénat aussi qui est une grosse source de revenus, hein. Moi, j'ai vu quelqu'un qui avait du coup sur ses deniers personnels, il s'était mis à restaurer un château. Mais après, il y avait des difficultés parce que du coup, la mairie était pas d'accord parce qu'il avait pas toutes les autorisations pour. Effectivement, l'administration française, il y a plein de choses, enfin, il y a aussi un peu la surenchère avec les promoteurs immobiliers sous couvert de protéger le patrimoine, certains châteaux qui tombent en ruine. Il y a Mmh. les collectivités qui vendent le patrimoine, à des promoteurs qui vont transformer ça en hôtel de luxe ou en appartement de luxe. Donc Mmh. et donc en fait, quelque chose qui prive tout le monde de pouvoir visiter, de pouvoir profiter de ce château. Et même il y en a quelques j'avais vu ça une fois je sais plus quel château c'est en Île-de-France, je crois. C'est le château du duc d'Épernon, je crois que c'est ça, qui en fait, a été racheté par un promoteur, mais qui finalement a abandonné le projet pour des raisons économiques et cetera. Et finalement le château qui était, on va dire, dans un certain état qui en fait se dégrade parce que le site appartient à un privé, il Mmh. ne veut pas le lâcher pour l'instant. Et donc en fait le château se dégrade. Et donc non seulement le château est privatisé, mais en plus, le privé ne l'entretient pas et le laisse, se dégrader. C'est Donc triste, hein. Alors c'était marrant, on m'a demandé tout à l'heure, si, le live était sponsorisé par la FDJ. J'ai dit: «Non, il y a pas de loto du patrimoine aujourd'hui, on n'est pas non. sponsorisé par la FDJ et sponsorisé par moi-même, c'est déjà pas mal». Mmh. Il y a pas de sponsor. Non, Mais, non. mais par contre, oui, tu parlais des œuvres comme d'Artagnan, c'est des choses qui permettent, pour simplifier, qui vraiment de devenir un peu copropriétaire, Ouais, co-châtelain, d'un château, quelque chose pour des sommes qui sont assez modiques, hein. Je sais plus c'était quoi le prix de base, mais je me rappelle, c'est pas très élevé. non, Ça non, permet ça commence autour de on peut en fait, j'avoue que ça fait longtemps que je suis pas allée sur leur site, ni même, je suis pas allée encore les voir, parce qu'il y a le salon du patrimoine, au Carrousel du Louvre, en ce moment.
ou ça commence demain, je sais plus. Mais non, je crois que ça commence aujourd'hui. Mais d'ailleurs, ils sont présents sur le stand, je pense. Enfin, ils Ouais. auront un stand, je pense. Mais l'idée, il y a effectivement, comme tu l'as dit, il y a le côté Cauchatelin, ça veut dire racheter en quelque sorte à plusieurs un monument qui tombe en ruine pour le sauver. Mais il y a aussi des actions un peu comme le loto du patrimoine où en fait ils organisent une campagne pour par exemple rénover souvent les toitures ou tel les écuries ou tel élément d'un bien qui en fait qui tombe en ruine et en fait c'est une récolte de fonds quoi. On peut être co-châtelain comme on peut récolter des fonds sans pour autant devenir co-châtelain quoi. Je sais qu'il y a au moins ces 2 pans pour D'Artagnan qui permettent de sauver le patrimoine. J'avais vu un autre moyen aussi de sauver le patrimoine, certains nobles en fait qui séparaient en mini parcelles leur terrain et du coup tu obtenais un titre de noblesse et en même temps ça permettait de soutenir la rénovation du château, Ouais, du manoir et des trucs. c'est un peu la même idée quoi, c'est quelque sorte d'encourager les gens à donner un petit peu pour restaurer parce que, même justement quand on parle de marquis ou d'autres anciens titres, on s'imagine toujours que ces gens-là peuvent, je dis pas non plus qu'ils sont au SMIC, hein, loin de là, mais on imagine voilà, que c'est facile d'entretenir un château quand on est marquis ou des choses comme ça. Mais en fait, ça demande beaucoup, beaucoup d'argent et pour peu quand il y a des événements comme le covid ou des soucis, parfois ils peuvent pas s'en sortir et il y a que justement, grâce au crowdfunding ou grâce aux dons qui peuvent, entretenir, le patrimoine. Ouais, parce qu'il fonctionne souvent grâce au mécénat et aux visites et tu l'as mentionné quand il y a des confinements, quand il y a des années qui ont été assez compliquées, bah, moins de mécénat et zéro visite, ce qui fait que ça devient compliqué parce que tu as beaucoup aussi de noblesse qui sont dites désargentées et qui n'ont pas du coup les sous pour Mmh. subvenir aux besoins d'un château parce qu'un château, c'est quand même des millions d'années, des centaines, voire des millions d'euros chaque année qui sont engloutis du coup pour rénover, préserver ce château, hein. On imagine plus faire ça, mais même un petit château, ça coûte extrêmement cher parce que Ouais. c'est des matériaux qui sont assez nobles, c'est des matériaux qui se coûtent cher, l'immobilier d'époque. C'est de Ouais, savoir-faire surtout ouais. aussi pour certains qui sont oubliés aujourd'hui et qu'il faut voir des Alors, gens assez ça précis, com quoi. c'est surtout que, notamment quand c'est des sites qui ont des labels, que ça soit le monument historique ou, l'UNESCO, il y a énormément de contraintes. Donc s'ils veulent garder comment dire? Les labels, il faut effectivement qu'ils rénovent, comment dire? Qu'ils restaurent selon des techniques bien particulières. Donc, ça aussi, c'est un défi. C'est-à-dire que s'il y a une fissure, on peut mettre un coup de mastic, mais, si on est monument historique, ça fonctionnera pas comme ça. Donc il faut vraiment, c'est ce que tu expliquais, tu as certains sites qui peuvent perdre leur label parce que justement, ils respectent pas les conditions, quoi. Et inversement, j'ai le cas par exemple, c'est un truc tout bête, mon grand-père qui vit à Nancy dans une tour, à Nancy, en fait, la tour donne, sur un quartier qui est un quartier assez connu, qui est composé de maisons, de très beaux manoirs, historiques qui datent du 19e siècle et en fait, la moindre chose qui est faite sur les bâtiments autour, en l'occurrence, bah, par exemple, l'immeuble de mon grand-père, doit être soumis en fait aux monuments historiques. On peut pas faire n'importe quoi à côté des monuments historiques. Donc ça marche en fait dans les 2 sens. C'est-à-dire que les monuments historiques doivent faire attention, mais aussi les sites à côté, doivent faire attention et d'être conformes, aux monuments historiques. Quitte à être détruits d'ailleurs, c'est ce qui peut arriver, si jamais on construit quelque chose qui est pas aux normes, à côté d'un monument historique, tout simplement le bâtiment sera détruit. Ouais, bah, d'ailleurs, c'est ce qui est marrant, on nous disait, dans le chat, c'est que mon oncle a peint beaucoup pour eux à une période, il a arrêté, il était au tribunal très souvent pour être payé. Ah, re Pour justement, bah, c'était compliqué du coup comme tu disais, il y a des normes et des règles qui sont très, très compliquées à faire et si tu respectes pas ça, bah, c'est comme le bonhomme que je citais tout à l'heure, je sais plus c'est quoi comme château, mais qui s'est rénové un château parce qu'il était amoureux du patrimoine, il avait envie, mais sauf qu'il connaissait pas toutes les réglementations, les règles pour se faire et c'est pour ça que c'est le patrimoine, on a envie de le protéger, mmh, mais c'est pas toujours évident, il y a pas mal de contraintes pour le faire, quoi. ouais, C'est logique en même temps. ouais, c'est logique, il y en a il y a des gens qui sont de très bonne volonté, mais qui se heurtent, bah, comme tout en France, aux lenteurs administratives et ça, je l'ai vu en tant que journaliste, des sites qui sont à 2 doigts d'être perdus ou perdus parce que, voilà, il y avait pas le formulaire, pour citer Astérix, le formulaire A300, je sais pas trop quoi. Voilà, mais ouais, c'est malheureusement, c'est une après, chaque pays a ses contraintes, pour être, italienne, je sais qu'aussi qu'il y a pas mal de choses, liées à la corruption qui condamnent certains sites, en Italie, quoi. Bah, pour l'exemple celui qui me vient en tête tout de suite, c'est l'arrestation en 2014 du maire de Venise, d'ailleurs que j'avais rencontré, lors d'un événement. Mais,
En fait, qui a été arrêté avec une bonne partie du conseil municipal parce que, ils ont détourné des fonds d'un projet qui s'appelle le projet Moïse. C'est une espèce, je sais pas si tu je pense que tu peux le montrer, j'ai dû montrer, j'ai dû mettre je te montrer les photos Ouais. de cette digue, artificielle en fait qui se lève et qui se lève et qui se rabaisse aux alentours de la lagune de Venise, qui est censée enfin qui doit, protéger, Venise des très, très grandes, crues, ce qu'on appelle l'Acqua Alta, les plus dévastatrices. En fait, ces barrières depuis, 2021, je crois que c'est ça. Enfin après, des années et des milliards d'euros engloutis, bah, en fait, en Italie, ce projet a été ralenti à cause de la corruption. Donc voilà, chaque pays, voilà, le patrimoine et on peut mettre beaucoup de bonne volonté, mais il y a aussi des éléments qui échappent à notre contrôle et on a l'exemple des lenteurs administratives françaises, de la corruption en Italie. Pour vous donner Mmh. un exemple, ce projet, il a commencé non, en 2003. Il a commencé en 2003. La barrière s'est levée, enfin la digue s'est levée pour la première fois en 2021 et pareil, le projet au départ devait coûter 2 milliards. Il a fini par coûter 7 milliards et il y a encore quelques petits travaux à faire dessus. Ouais, ouais, Voilà. c'est assez dingue. Et il nous disait justement que pour en revenir, tout à l'heure, on parlait aux métiers, qui sont recherchés pour repeindre, pour, rénover dans les conditions d'époque. Il disait justement que lui, son oncle, il avait, peint, dans un château de la famille royale en Belgique, qui lui avait payé du coup. Ça lui avait fait Mmh. beaucoup de pub et comme il c'est un des rares à connaître les techniques utilisées, en fait, c'est lui qu'ils avaient pris Mmh. et salut Banque Chani. Donc c'est quand même des choses qui sont assez compliquées là, montrer les photos. Justement, ils avaient interdit les bateaux justement à Venise. Ah oui, ça aussi, ça date seulement de 2021, lié notamment à la corruption et cetera, mais aussi au fait que le tourisme, c'est ce qui nourrit en fait, ça fait partie des titres de ce live, c'est les enjeux du patrimoine et dans ces enjeux, on a vraiment la guerre entre la guerre entre le tourisme qui permet donc comme on l'a dit, de visiter, de financer et de permet de sauvegarder le tourisme et d'un autre côté, le tourisme qui peut aussi menacer, comment dire? Le patrimoine et c'est le cas, par exemple, de Venise qui, je crois que c'est l'année dernière ou en 2020, qui a échappé de peu à être inscrit sur la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO, puisque justement à cause de ce problème de over-tourisme, enfin le site sur-tourisme ou over-tourisme, peu importe la manière dont on le parle. Le tourisme sert à faire vivre Venise, mais ça peut être aussi le tourisme à l'excès, ça peut aussi desservir le patrimoine et parce que, bah, avec l'exemple de ces paquebots de 25 000 tonnes qui, qui jusqu'à l'année dernière abordaient en fait, jetaient l'ancre, même si je sais pas si techniquement si c'est une ancre ou pas, mais on va dire que Mmh. jeter l'ancre, comment ça s'appelle? Juste devant la place Saint-Marc et ou alors le canal de la Giudecca, mais vraiment qui amarrait, mais juste au niveau de la cité des Doges de Venise, une cité qui est plusieurs fois centenaire, se dire que c'était autorisé, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire parce que non seulement les bateaux, mettaient en danger la ville en elle-même qui, à cause des remous, de ces bateaux énormes, s'enfoncer un petit peu plus. Il y a eu plusieurs fois des accidents, ça vous tapez sur internet, accident de Mmh. paquebot Venise, où carrément les paquebots rentraient dans les quais de la place Mmh. Saint-Marc. Imaginez la place Saint-Marc il y a une espèce de tremblement de terre parce que le paquebot s'est mal garé. Enfin, c'est des choses comme ça qui sont quand même complètement aberrantes et qui sont interdits seulement depuis, après c'est paquebot de 25 000 tonnes. Après, je sais pas ce qu'il y a en dessous, s'ils sont plus ou moins autorisés, mais vrai effectivement je crois que c'est les bateaux de 250 personnes sont encore autorisés, mais sinon, c'était interdit et puis pour avoir discuté avec, parce que ça aussi je suis allée plusieurs fois à Venise, c'est ma ville préférée. Mmh. Mais pour être allée plusieurs fois à Venise et avoir discuté avec des Vénitiens, c'est aussi l'over-tourisme, c'est que ce tourisme de masse, ça détruit aussi le patrimoine dans le sens où ça détruit l'image, la valeur de Venise et on se retrouve avec on n'a plus les boutiques authentiques, on a des boutiques attrape-touristes et on a aussi les Vénitiens qui quittent tout simplement la cité, le cœur de Venise, parce que voilà, ça devient insupportable de vivre avec, des touristes qui respectent plus. Donc encore une fois, ça fait partie des enjeux, de notre patrimoine entre le tourisme qui sert à vivre et
à faire vivre le patrimoine, à financer le patrimoine, à faire vivre les habitants, c'est le cas par exemple de Venise et d'un autre côté, bah, les excès du tourisme de masse, voilà, qui sont multiples et juste je voudrais m'arrêter sur un dernier exemple parce que là je le problème n'est pas résolu. Pour ceux qui sont plus Amérique latine, il y a un projet d'aéroport. Alors est-ce qu'il est en construction, construit ou j'avoue je sais plus exactement, mais il y a en tout cas le projet, voilà, qui est en route d'un aéroport au pied du Machu Picchu. Donc voilà, ça fait partie des voilà, pour parce que le tourisme est une manne financière, on privilégie parfois peut-être plus, ce que ça peut rapporter que la protection du patrimoine et construire un aéroport, au pied du Machu Picchu, ça c'est comme, les paquebots de 25 000 tonnes qui jettent l'ancre, à Venise. Donc voilà, ça fait partie des enjeux, aujourd'hui, du patrimoine, essayer de faire la part des choses. Bah, clairement, 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 clairement. J'ai montré du coup pendant que tu parlais, il y a une vidéo d'un accident d'un paquebot qui a raclé tout le quai du coup à Ah oui, Venise. ça, sans compter évidemment tout ce qui est, biodiversité et écologie, hein, évidemment. Ça, j'ai pas mis en avant le parce Ah qu'en fait, oui. si je me trompe pas, mais je pense que ne pas me tromper, par exemple, dans le label de l'UNESCO, on a la ville de Venise, mais c'est aussi la lagune de Venise qui est Mhm. inscrit au patrimoine. Donc c'est vraiment aussi l'écosystème de la lagune de Venise, qui est inscrit au patrimoine, donc c'est aussi écologique Ouais, non, il y avait et c'est toutes ces impressionnant. questions qui avaient été traitées hein, de toute façon pour protéger à la fois la ville et la faune et la flore, quoi. Parce que Mmh. ça détruisait avec les déjections de carburant. Mmh. Et, Ouais. et la ville s'engloutissait, comme tu l'as dit, de plus en plus. Et à mon avis, il fallait trouver une solution. Et puis, comme dit, c'était aberrant d'avoir ces énormes paquebots qui sont à 1 mètre des villes, quoi, des habitations, quoi. Ouais, Ça, surtout qu'en discutant avec des Vénitiens, ils m'avaient dit que souvent dans ces paquebots, c'est des croisières qui font, le tour de la Méditerranée ou des choses comme ça et bon, bah, on a effectivement certains touristes qui se disent: «Bon, bah, je vais aller faire un tour sur la place Saint-Marc» et il y en a qui descendaient même pas du bateau, en fait. «Ah, c'est bon, je prends une photo de loin de la place Saint-Marc et hop, on passe à l'attraction suivante, quoi». Donc ça servait même pas aux habitants bah, ça il y avait voilà. aucun, comment dire? Aucun revenu pour les habitants, pour ces énormes bateaux. On disait, Donc c'est est-ce que le propriétaire du yacht défoncé, est-ce qu'il primait après le raclage du paquebot? Je suis pas sûr, hein. Je ne suis pas convaincu. Je pense pas du tout. Je pense il voulait plutôt se faire petit. Se faire petit. Ok. Est-ce que aujourd'hui tu pourrais nous dire, bah là on parle justement des dangers pour le patrimoine. Comment aujourd'hui on a parlé comment le protéger, mais sauver ce patrimoine français, comment du coup, qu'est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, on fait, un patrimoine français? Qu'est-ce qui est important de savoir, par rapport au patrimoine français? Ah, je pense que dans le patrimoine français, ce qui est vrai enfin, le patrimoine qui est en danger, encore une fois, c'est le patrimoine de proximité, c'est, les petites églises, les moulins, les choses comme ça qui sont en danger et je pense que, bah, le fait ce qu'on fait nous tous là, même les gens qui écoutent, qui regardent, c'est tout simplement de la sensibilisation, au patrimoine. Il y a pas que le château de Versailles, hein, que le pauvre, il s'en prend plein les dos. Mais, il y a pas que le château de Versailles qui est un élément important de notre patrimoine. Ça peut être l'église du village de votre grand-mère, ça peut être, un moulin qui est aussi quelque chose d'important, il y a plein de choses, qui sont importants à mettre en valeur et rien que le fait de partager, sur Instagram quelque chose, ça fait, pour moi, ça fait partie d'un moyen de préserver et après je suis ni je malheureusement, je l'ai jamais rencontré, j'espère le faire un jour, mais les initiatives de Stéphane Bern comme le loto du patrimoine, c'est quelque chose en fait, l'idée, c'est aussi que les Français s'approprient le patrimoine et qu'ils se disent, voilà, que le château, l'église, le moulin ou la mine d'à côté, c'est pas seulement la propriété de l'État, d'un privé, ça nous appartient à tous en quelque sorte et donc voilà, que ça soit donné, visité ou partagé, c'est pour moi un moyen de soutenir le patrimoine français. Après si quelqu'un a voilà, d'autres idées, moi franchement je suis toujours preneuse, de nouvelles idées pour aider le patrimoine donc Moi, je pense que du coup, là, le travail qu'on fait tous les 2, que ça soit moi sur Twitch, en podcast, soit sur YouTube, c'est des choses qui permettent en fait d'intéresser des gens et de faire découvrir à la fois le patrimoine. Comme tu dis, tu fais des parcours qui sont pour visiter, mais c'est pour faire donner envie de découvrir ces lieux, d'aller les voir. Et mmh. rien que le fait d'aller les voir, tu vas payer un ticket, tu vas payer un billet, tu vas t'acheter des trucs sur place, bah tu permets en fait de protéger ce patrimoine. Là, on parle du patrimoine, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir envie d'aller découvrir des choses, d'aller découvrir des endroits. Moi, je sais Ouais, que c'est comme ça que moi l'idée de la chaîne, c'est comme ça, c'est en fait, en regardant des émissions de Secrets d'Histoire j'ai failli à 2 doigts de travailler avec Secrets d'Histoire et en regardant les images magnifiques parce qu'ils ont vraiment du bon matériel, mais en fait, c'est en regardant les images
que je me suis dit, que ce soit à la télé ou sur YouTube, je me suis dit: «Mais ça, c'est trop beau, faut que j'y aille». Donc Mmh. en fait, l'idée, c'est ça, en fait, c'est de donner envie et le fait qu'on soit sur TikTok, YouTube et tous les réseaux sociaux, moi aussi et pas, faire des campagnes de communication classiques, l'idée, c'est aussi d'intéresser les jeunes et comme de temps en temps, je suis prof remplace, j'essaye aussi d'éveiller la curiosité, quand c'est possible, de mes élèves sur le patrimoine, leur expliquer, voilà, que c'est leur patrimoine, c'est eux, comme disait le marquis de Breteuil, c'est eux l'avenir du patrimoine. Donc voilà, l'idée voilà, c'est d'intéresser, notamment les plus jeunes avec les réseaux sociaux, ça devienne, à leur tour une passion pour eux, quoi. Bah, clairement, hein, tu sais, moi, c'est pour ça que j'ai choisi un média comme Twitch, parce que je sais que c'est un média qui est plus jeune. Mmh, Moi, je considère un peu ça comme la télé 2.0, c'est un mix mmh, entre la télévision et YouTube, parce que tu as mmh, le côté interactif et tu as en même temps le côté émission que tu ouais. peux avoir donné des rendez-vous aux gens, que les gens peuvent interagir, peuvent venir. Et c'est Mmh. surtout aujourd'hui, c'est quand même des jeunes qui sont sur ces médias YouTube, Twitch, TikTok. Et du coup, bah, c'est eux en fait qui vont être les âmes en fait de la Ouais. France, du monde et qui vont construire le monde de demain. C'est eux qui font interroger. Parce que Mmh, bon, on dit c'est pas un vieux sage qu'on va prendre des tours. C'est mmh, aux jeunes qu'il faut leur montrer qu'on a un patrimoine qui est riche, que c'est important de le préserver et que ça peut aussi apporter beaucoup. Parce qu'on a ce mmh. problème dans ces médias un peu culturels, un petit peu sociaux. On dit ouais, mais par rapport à des vraies sciences, on a eu des discussions la semaine dernière. Ah, concrètement, qu'est-ce que ça va apporter? Ça apporte énormément de choses, comme on l'a dit aujourd'hui. En tout cas, j'espère qu'on a réussi à intéresser les gens pendant Mmh, cette heure qu'on vient de passer, du coup, mmh. à échanger sur ce sujet. Ouais, c'est Voilà. ça, c'est ouais, c'est et puis, après encore une fois, il y a l'idée, c'est et là, des fois, il y a des quelques bonnes initiatives de l'éducation nationale. Il y a des plateformes qui sont mises à disposition des professeurs qui servent justement à la plateforme, elle s'appelle Lumni, qui sert, bah, tout simplement où il y a des youtubeurs d'ailleurs, comme Manon Bril qui travaille avec l'éducation nationale pour intéresser les plus jeunes. Parce que c'est l'idée aussi de faire des formats comme on fait, quoi. C'est d'intéresser les plus jeunes, c'est pas avec un documentaire de 50 minutes qu'on va aller intéresser les jeunes aujourd'hui. Mais il y a aussi, bah, par exemple, au bac maintenant, dans les options de bac, on a dans l'option AGGSP, donc l'option géopolitique, sciences politiques, il y a un chapitre pour les terminales qui est consacré, un gros chapitre, c'est mon chapitre préféré à enseigner, mais qui est lié au patrimoine. En fait, aux enjeux du patrimoine, c'est au bac, pour ceux qui choisissent l'option AGGSP. Donc ça aussi, c'est le côté scolaire, mais après, en fonction des profs, on peut essayer de les intéresser tout en suivant plus ou moins le programme, en les intéresser, bah, justement en renvoyant vers des lives, vers des Twitch ou des vidéos YouTube. Ça, c'est cool. D'ailleurs, un truc qui est intéressant, un phénomène qui est assez commun, je trouve, qu'on nous dit dans le chat, c'est que perso, je suis pas passionné d'histoire et je me déplacerai pas pour ça. Je peux faire une sortie éventuellement avec de la famille ou des amis, mais je m'ennuie assez rapidement dans ces lieux. Mais du coup, je m'intéresse un peu plus grâce à tes streams. Ouais, Et c'est ce qu'on disait au début, hein, ouais. c'est C'est, on peut être, c'est comme moi avec dans le château on peut être dans le château de Chambord et d'ailleurs, parce qu'on lit, parce qu'on se documente, parce qu'on a des connaissances ou des choses comme ça ou des études. Quand on voit une borne ou n'importe quoi ou cet été, par exemple, quand je suis partie en Italie, comme j'avais fait une vidéo sur l'empire, enfin les Gallo-romains, j'avais découvert plein de choses, où j'avais retrouvé des choses de mes études et quand je suis allée sur place, je me disais: «Mais c'est nettement plus intéressant quand on a vu une vidéo ou un live avec des petites anecdotes, des petites choses intéressantes que, bah, quand on se laisse guider par les circuits classiques, fournis par ces sites où effectivement on s'ennuie, quoi. C'est le problème, c'est aussi en fait, c'est aussi ça l'idée, c'est que je m'adresse aux collectivités, aux propriétaires de sites ou des choses comme ça, pour leur dire que ouais, ce qu'ils font, c'est bien, mais si vous voulez intéresser les plus jeunes ou même les un peu moins jeunes qui sont pas, voilà, des passionnés purs d'histoire, faut mettre les bouchées doubles et il faut pas juste se contenter de se dire qu'on est devant un fauteuil Louis XV parce qu'il est très joli le fauteuil Louis XV, mais c'est quand même plus marrant de savoir quelle personne s'est assise dessus ou que c'est une là, par exemple, sur la vidéo que j'ai faite, que je suis en train de travailler sur le château de Duras, on m'a expliqué puis je fais découvrir le fait que, bah, le billard qui est dans la salle de Duras, en fait, c'est le billard sur lequel le fils du Kaiser, Guillaume, a joué, ainsi que les 3 premiers présidents de la Première République ou, de se dire que j'ai touché le même billard, sur lequel a joué le fils du Kaiser qui est la cause de la perle de l'Alsace-Lorraine. J'étais: «Waouh!» C'est quand même plus intéressant de se dire que j'ai touché le même truc qu'il a touché, que de se dire: «Bon, bah, voilà, vous êtes devant un billard qui date du 19e siècle». Après, il faut ah, savoir sélectionner l'information pour que ça soit intéressant. ouais, bah, c'est exactement ça, parce qu'on dit par exemple là dans les sorties scolaires, le plus intéressant, ce que j'aimais faire, c'est faire des bêtises. C'est pour ça là, Mmh, notre travail à nous, c'est qu'aujourd'hui, une sortie scolaire, une visite d'un musée, c'est pas forcément relisant tout seul.
Par contre, on peut rendre ça de façon plus ludique. Je sais que moi, il y a un format que je suis en train de j'ai travaillé, que j'ai essayé plusieurs fois, c'est faire des visites virtuelles, par exemple, et faire des visites Mmh. virtuelles commentées pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé là, raconter peut-être des trucs, des anecdotes ou des choses assez Mmh. drôles sur les personnages, sur les lieux. Et le prochain projet, c'est de les faire en physique, faire des vraies visites Mmh. commentées, parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant en live et d'avoir les questions en direct des gens qui suivent. Parce Ouais, ouais, que bah, ouais. Mmh mh. parce que justement, je pense, comme on dit, là, on est sur YouTube, on est sur Twitch, on est sur TikTok. Bah, on essaie de trouver des formats plus simples, plus attractifs, plus ludiques, plus éducationnels, pour intéresser les jeunes et avoir quelque chose, rendre l'histoire, en fait, le patrimoine intéressant, drôle, ludique et Ouais. fun. Et Mmh mh. c'est un petit peu Et comme ouais, ça qu'on peut montrer les gens, les intéresser voilà, à s'intéresser au je patrimoine, quoi. pour répondre à la personne qui avait dit qu'effectivement elle aime enfin, elle quand elle doit visiter ou quand elle visite avec des amis, elle le fait, mais qu'elle s'ennuie. Je pense que les enjeux du patrimoine, aujourd'hui, c'est que voilà, il faut intéresser. Ça veut dire que, encore une fois, pour les passionnés, c'est pas compliqué de se dire: «Bon, bah, ce week-end, je vais partir visiter tel ou tel lieu», mais les passionnés suffisent pas pour faire vivre le patrimoine, donc il faut, attirer justement les personnes qui se disent: «Bon, pourquoi pas?» qui, si jamais, ont une bonne expérience parce qu'ils ont trouvé ça super intéressant, super marrant et bah, reviendront et visiteront d'autres choses donc je pense que c'est le «l'avenir» entre guillemets du patrimoine. Ouais, bah, ça, de toute façon, je pense qu'on fait le tour de cette question. C'est vraiment, il y a des gens qui sont passionnés. Aujourd'hui, l'école a peut-être l'éducation ou le vécu des gens ont fait que l'histoire, bah, pas forcément intéressant. Et aujourd'hui, bah, grâce aux médias sociaux, grâce à internet, grâce au numérique, on peut rendre ça plus intéressant, plus ludique. Voilà, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur tout ce qu'on vient de dire sur le patrimoine? Là, tout de suite, non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur, quelque chose, enfin, ou revenir sur un élément, parce qu'on est peut-être allé un peu vite sur certaines choses, donc est-ce qu'il y a des gens qui voudraient poser des questions sur, moi, sur l'UNESCO, la Boussimbel, le patrimoine en guerre, la reconstruction aussi, ces choses-là? Parce qu'il y a aussi, j'aimerais bien avoir l'avis des gens justement, sur la reconstruction des justement du patrimoine quand c'est des patrimoines détruits, que ça soit, le temple de Bel, à Palmyre en Syrie ou que ça soit la Notre-Dame. Je sais pas si tu peux mettre rapidement le comment dire? Je crois que ça doit être une des dernières slides, que je t'avais montré où on voit justement tous les projets qui ont été imaginés pour Notre-Dame. Je sais pas pour vous, mais pour moi, si on n'avait pas fait ce qui est prévu, donc faire une reconstruction à l'identique, si on m'avait mis quelque chose d'horrible comme il y a eu sur l'Arc de Triomphe là, j'avoue que enfin l'œuvre d'art sur l'Arc de Triomphe, je pense que j'aurais quitté Paris quoi. Je pense qu'au bout d'un moment, c'est bien joli l'art moderne ou l'art contemporain, mais pour moi la reconstruction doit se faire, de manière, enfin de la plus authentique possible. Je sais pas ce qu'en pensent les gens, C'est ça justement, moi j'ai vu le projet, je l'ai montré en live, le projet de reconstruction de Notre-Dame. Le dernier qui a été choisi, quand même excellent. Il est assez à la fois sobre, à la fois écologique et à la fois assez fidèle à l'original. Mmh. Qui est vraiment très intéressant justement avec, des espaces de verdure, ces petits souterrains Oui, justement, aérés, ces grands parcs autour de Notre-Dame. Ils ont fait quelque chose qui est très ouais, qui allie, intéressant ouais, mmh. et qui est dans Ouais, la comme je crois que modernité, je c'est trouve. ouais, c'est ce que disait Emmanuel Macron en gros, il expliquait que c'était une reconstruction authentique mais pas modernisée, mais on va dire, adaptée en fait, enfin en quelque sorte, à vos préoccupations, effectivement d'aujourd'hui. Donc ça veut dire ne pas dénaturer Notre-Dame en soi, ça veut dire ne pas mettre des poutres en métal à la place de la charpente en Ouais, bois, ne pas faire comment dire? Une flèche, en je sais pas quelle matière ou en truc hyper moderne en mode, le centre Pompidou. Mais voilà, mais à côté de ça, d'effectivement de mettre, de végétaliser un petit peu le tour de Notre-Dame. Voilà, c'est une bonne, un bon compromis, quoi. Mais voilà, on a vraiment des détracteurs. Pour vous de redonner l'exemple du temple de Palmyre en Syrie, il y avait la question, quand la situation sera possible, est-ce qu'il faut reconstruire tel qu'il était au 2e siècle? Donc ça veut dire carrément reconstruire encore plus qu'il était avant sa destruction. Est-ce qu'il faut le reconstruire tel qu'il était en 2015, donc avec un partiellement en ruine? Ou est-ce qu'il faut pas le reconstruire parce que la destruction fait partie de l'histoire de la Syrie, quoi? Donc voilà, ça fait encore une fois partie des c'est enjeux du ça. patrimoine, Bon, on nous dit justement, tant qu'on garde l'essence historique et la symbolique, quelle qu'elle mmh, soit, des modifications, ça me dérange pas. ouais, Ouais, moi ouais, je suis un peu d'accord avec ça, hein. Moi, tant qu'on garde ce qui fait que le monument est ce qu'il est,
Je trouve que c'est une bonne reconstruction. Moi, ça me fait penser à une chose, là, tu parlais de reconstruction. Aujourd'hui, on voit beaucoup de numérisation aussi, de patrimoine, pour du coup des éléments qui ont été détruits, perdus, par le Mmh. temps. Je sais pas si tu avais un avis sur ce genre de choses? Bah, j'ai même travaillé pour une société qui faisait, effectivement du 3D, voilà, pour, reconstituer, ce qui était perdu. Donc ça doit être mon côté, ancêtre, ou voilà, vieille historienne ou ce que tu veux. Mais, effectivement, tout ce qui est moderne dans le patrimoine et dans l'histoire, ça me fait un peu hérisser le poil, sauf effectivement quand ça peut servir l'histoire et le patrimoine. Et en l'occurrence, tout ce qui est reconstitution 3D, notamment, bah, de ces sociétés qui nous permettent, bah, de voir comment était un monument avant. Ça permet effectivement, et d'ailleurs, le château de Chambord, ça c'est le petit truc qui est bien au château de Chambord, c'est que quand on a son ce qu'ils appellent le Ristopad, là, l'iPad, on peut voir un peu comment c'était avant. Donc en fait, on lève la tablette, on regarde, et voilà, c'est génial. Quand on le voit en 3D encore, c'est encore mieux. Et ça franchement, voilà, si les nouvelles technologies peuvent servir le patrimoine, c'est vraiment dans ce sens-là, je pense. Je sais pas ce qu'en pensent les gens, mais voilà, puis en même temps, ça nous permet de rêver encore plus, voilà, de voir, comment était le lieu, à l'époque de sa construction, ou, au moment de Ouais. son utilité. Et je Que trouve que ça, ouais, c'est effectivement. quelque chose de vraiment génial. Je sais qu'on a fait une visite de Persépolis, la semaine dernière, on a fait une visite de Persépolis justement avec la vision Persépolis aujourd'hui et la Mmh. Persépolis, bah, à l'époque, quoi, à quoi ça ressemblait. Et je trouve que les retours que j'avais eus étaient vraiment géniaux. Les gens avaient vraiment accroché à ce concept et je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui, en fait, quand tu vois un monument aujourd'hui, tu t'imagines pas qu'est-ce qu'il avait pu être dans le passé. À quoi il avait pu Mmh. servir. Donc quand tu expliques aux gens, bah, il s'est passé ça, il a ressemblé à ci, il a fait ça, les gens prennent plus conscience, en fait, de son importance aussi et Et puis ça intéresse. C'est c'est comme ce qu'on intéressant. dit, ça fait partie des nouvelles générations Y, Z, et cetera. Donc les jeunes générations, elles s'intéressent comme ça, et donc c'est encore un moyen d'intéresser les plus jeunes générations ou les un peu moins passionnés, d'histoire, de documentaires et de livres. Donc c'est un bon moyen, quoi. Donc je sais que même moi, qui lit, qui me documente, de manière ancienne comme de manière nouvelle, j'adore, bah, découvrir des choses grâce à la 3D ou des choses comme ça. Il y a les émissions, «Laissez-vous guider» de Stéphane Bern, et de Laurent Deutsch, et j'avoue que même moi, j'ai appris des choses sur, bah, par exemple sur Paris. Pouvoir, prendre mon écran, regarder les extraits ou l'émission, et me dire: «Ah bah, il y avait ça à ce moment-là», ça fait un peu rêver, quoi. Je trouve c'est, voilà, ça favorise encore une fois le patrimoine. De toute façon, c'est un petit peu les questions de la génération et puis du futur. Je sais, il y avait aussi la question sur le métaverse aussi, tout ce qui est univers Ah! virtuel, pouvoir se rendre directement dans les lieux, tu sais? Et être, parce que là, on parlait vraiment de la 3D où tu peux les voir, Mmh. mais on a aussi cette question aujourd'hui qui est en train de se développer de plus en plus, c'est vraiment de s'y rendre et d'être imprégné avec des casques de réalité virtuelle et et Après, oui, ça veut dire que c'est d'ailleurs, j'avais, avec mes élèves, on avait parlé de cette question du métaverse, les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est qu'effectivement, ça peut intéresser. Après, les inconvénients, faut pas non plus que, parce qu'on peut être tranquillement chez soi, visiter Notre-Dame ou, je sais pas quel château, ça conduit aux gens à se dire: «Bon, bah, finalement, je l'ai vu en 3D, enfin, chez moi tranquillement, j'ai pas envie de me rendre sur place». Donc voilà, encore une fois, c'est comme le tourisme et le patrimoine, bah, là, pareil, la technologie et le patrimoine, faut réussir à trouver un juste milieu pour pas priver ou pour pas, abîmer, voilà, le patrimoine. Et encore une fois, c'est comme tout, c'est une question de balance de yin et de yang. c'est ça, une Mmh. balance de yin et de yang. OK, bah, top. Est-ce que tu avais autre chose avant de conclure cette partie? Ah non, moi je pense que j'ai bien parlé. Ouais, je pense qu'on a bien parlé, on a bien répondu. Si vous avez des questions, en tout cas, nous, on est encore là un Mmh, petit moment. Si vous avez, des questions, mmh. n'hésitez pas à les poser. Eh Je sais bien, pas si je joue avec toi, est-ce que je sais pas si tu peux me mettre peut-être les questions, me dire comment faire pour afficher bah, le s'il y a site? des questions, je te les dirai à Ouais. l'oral. Moi, de toute façon, tout ce qui a été dit dans le chat, je te l'ai Mmh, transmis. mmh, Tout ce qui était pertinent, parce qu'il y a des choses, des fois, qui sont pas très pertinentes. mmh, Mais, je t'ai dit les choses qui étaient pertinentes. mmh. OK. Est-ce que maintenant, tu peux nous donner, une petite citation, un mantra de vie, qui te représente ou par rapport au patrimoine? Je le dis en latin d'abord? Ah, vas-y, dis-le, Fluctu on aime bien nous aussi les mots en latin ici. Bah, je pense que tout le monde reconnaîtra: «Fluctuat nec mergitur». Petite devise La d'une devise certaine de ville? la Ouais, tout à fait. Et donc voilà, outre le fait que Paris, c'est ma ville, j'aime beaucoup Paris, mais j'aime bien cette idée de, battu par les flots, mais jamais coulé. Je pense que c'est quelque chose, qui me correspond bien vis-à-vis de ma vie, enfin de ce qui a pu m'arriver dans la vie ou ce qui peut m'arriver dans la vie. J'aime bien cette idée que voilà, et ça va avec cette idée du patrimoine, que
Il y a des bâtiments qui ont vécu, qui ont subi beaucoup de choses, des bâtiments, des personnes qui ont subi beaucoup de choses, mais que, voilà, on se relèvera, D'ailleurs, j'aime beaucoup, l'idée que pas il y a plusieurs, comment on appelle ça? Plusieurs, rescapés des attentats qui se sont fait justement, tatouer cette devise parce que voilà, ça va avec des personnes qui ont vécu, aussi des choses et voilà, j'aime cette citation. Après, voilà, pour vous dire, j'en aime beaucoup, quand j'ai préparé le bac avec, avec mon frère passionné d'histoire, je lui avais demandé de m'aider à réciter, à apprendre, des citations parce que, c'est je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui vraiment, mais moi je pense que c'est encore important de commencer sa dissertation par une belle citation et avec mon frère, donc on avait commencé, il m'avait fait, réciter mes citations les citations importantes et ça a fini en concours de citation avec mon frère. Et j'ai Ok. gardé d'ailleurs la feuille où j'avais noté toutes les citations. Donc, il avait 2 ans de moins que moi, mais franchement, j'ai gagné à ça Ah, de citations, tellement il a excellent. de culture historique. Donc, Excellent. Génial. ouais, franchement, Ça, c'est drôle, ça. un bon souvenir, ouais, un bon Ok. souvenir. Cool. Il y a plein Est-ce de citations. est-ce que maintenant tu pourrais nous partager une lecture, un podcast, peut-être une chaîne YouTube qui est peut-être quelque chose qui t'a motivé peut-être dans le patrimoine ou même à lancer ta propre chaîne, ça pourrait être intéressant. En livre, heu, j'en citerai comment dire? Les livres, je sais pas, mais il y a par exemple, ce qui m'a donné la passion comment dire? De l'histoire des Médicis, Florence, parce que c'est vraiment une, dynastie et une partie de l'histoire que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis même, je sais pas si on le voit, il est à Ouais, c'est l'envers, mais oh le ouais, ouais. voilà. Ouais, il est à l'envers, mais ça s'appelle Il Giglio, c'est la fleur de lys florentine. Il y a un ensemble d'ouvrages sur les Médicis. C'est romancé, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Malheureusement, ma bibliothèque est trop loin et je me souviens plus du titre. Mais sinon, il y a aussi, les romans graphiques de Cattel et Bocquet sur les personnes sur plusieurs, je suis pas spécialement, je suis féministe, mais on va dire pas néo-féministe. Sur plusieurs grandes héroïnes, on a Kiki de Montparnasse, on a Olympe de Gouges, on a Joséphine Baker, donc ça, c'est des ouvrages que je trouve passionnants. Après, voilà, en gros. Ah oui, et j'adore aussi les ouvrages, de certains historiens, donc ça, c'est pas un souci. Mais si au niveau des chaînes YouTube, alors, je suis fan, mais vraiment fan de l'Histoire nous le dira, de Laurent Turcot. Ah, OK. C'est Ah oui, oui. oui, j'adore ce qu'il fait. J'ai même, montré enfin, je me sers des vidéos YouTube, des autres youtubeurs quand je suis prof, quand ça sert pour le programme, je m'en sers beaucoup. Encore une fois, pour intéresser les gamins, enfin les enfants. Mais ouais, sa chaîne, je m'en suis servi vraiment plusieurs fois et donc bah, d'ailleurs souvent, mes élèves, c'est comme quand je leur parle de quelque chose, ils me disent: «Ah ouais, mais c'est comme sur la vidéo YouTube, c'est comme, Nota Bene, c'est comme et cetera et cetera», donc voilà. Mais ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Justement, pour intéresser les jeunes, il va falloir faut leur mettre des médias, qui Ouais, connaissent, qui maîtrisent et ça leur permet d'être intéressés parce que maintenant, aujourd'hui, bon, les livres, c'est bien, c'est sur une valeur sûre, mais ouais. leur montrer des vidéos YouTube, des podcasts, des romans graphiques ou ce genre de choses, ah, ça peut Ah bah, clairement c'est leur dire: il y a une explosion, là, il y a quelques semaines, j'étais au rendez-vous de l'histoire à Blois. Donc c'est une réunion, enfin c'est il y a, toute la ville de Blois est envahie d'historiens et voilà, de choses comme ça. Il y a des conférences, des projections, des choses comme ça et il y avait à ce moment-là, il y avait le salon du livre historique et on voit qu'effectivement, il y a plein de comment dire? D'ouvrages, des bandes dessinées ou des choses autre chose que des biographies, lourdes comme ça, pour intéresser les gens. Parce qu'effectivement, il y a les vidéos, c'est un bon moyen, mais on peut aussi intéresser, quand on passe par des romans graphiques ou des bandes dessinées. «OK, trop bien, trop bien». Est-ce que maintenant tu aurais un conseil à donner à quelqu'un, qui veut se lancer dans le patrimoine, Dans le patrimoine? qui veut se lancer Mmh. dans la sauvegarde du patrimoine? Quelqu'un qui veut dire: «Bah, voilà, il a été intéressé, il a vu le live, il s'est dit: "Ah, le patrimoine, c'est génial. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Par où je commence?"» Je dirais par commencer par visiter. Déjà ça c'est déjà une bonne chose. Mais après tu peux, bah, tout simplement en visitant, ou même en s'intéressant des fois en cherchant un petit peu même si on vit, au fin fond du Massif central, je sais pas, mais, en s'intéressant par exemple au patrimoine de son village, là je discutais sur YouTube, il y a quelqu'un qui me dit: «Ouais, tu t'es intéressé au château de Dourdan, mais moi j'habite à Galardon» et bon il s'avère que mes parents, viennent d'aménager à Galardon et j'ai fait: «Ouais, c'est effectivement, il y a un reste de tour qui est super important». Il me demandait
demandé comment il pouvait s'intéresser au patrimoine. Il me fait: «Ouais, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur l'histoire de Galardon». Je fais: «Bah, écoute, je vais me renseigner et puis, toi pareil, tu peux te renseigner, tu vas à la mairie». Donc, s'intéresser au patrimoine, c'est aussi s'intéresser si quelqu'un veut s'intéresser au patrimoine, c'est, bah, aller faire un tour dans son village. Des fois, il y a des petites choses, qu'on ignore et qui, sont super intéressantes et qui, méritent peut-être effectivement un post, sur Facebook ou, une photo ou quelque chose comme ça, quoi. Après, Ok. voilà, je qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil? Je enfin les conseils, je me considère encore comme une débutante, donc j'ai du mal à donner des conseils sur les choses. En fait, et souvent c'est le cas pour mes vidéos, j'ai des connaissances de base, voilà, parce que j'ai fait des études d'histoire, parce que je lis ou des choses comme ça. Mais ça m'arrive très souvent en fait d'apprendre et après de faire découvrir ce que j'ai appris, voilà, sur le tas, quoi. Donc j'apprends toujours. Ok, bah super. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que tu veux qu'on te retrouve? Tu veux dire sur les réseaux? Sur les réseaux, ouais, sur les réseaux, ah Ouais, bah, où tu veux, Parc sur Pigeon YouTube, là, Voyageur, hein? franchement ouais, C'était un oui, peu pourquoi pas. Il faudrait que j'y pense. Ça me reste un réseau que je n'ai pas encore testé, vu le nombre de réseaux sur lequel YouTube, c'est franchement, c'est la les tous les réseaux sociaux, en renvoient, en fait, vers la chaîne YouTube. Mais bah, c'est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, voilà. Donc toujours la petite histoire du patrimoine, c'est le meilleur moyen le nom de la chaîne, c'est le meilleur moyen de me trouver. Donc il y a pas d'autres moyens, je suis pas encore à distribuer des autographes malheureusement. Bientôt peut-être. Ou Comment à com faire, comme les grands youtubeurs avec des produits dérivés. Malheureusement, je n'ai pas encore de produits dérivés, ah, mais super. On peut rajouter que si vous voulez soutenir le patrimoine, venez soutenir vos streamers, vos youtubeurs préférés, ouais, hein. Vous mmh, venez, voilà. C'est soutenez-les, la première. soutenez-les. Voilà, faisons un peu de voilà, un peu Voilà. de effectivement, c'est le premier moyen parce que, malheureusement, je n'en vis pas encore. J'essaye d'en vivre. Mais effectivement, l'idée, c'est pour vous donner, voilà, s'il y a une question que je pouvais m'auto-poser, c'est quel est mon rêve? Ben, mon rêve, c'est que ma chaîne, qui est aussi une sorte d'auto-entreprise, fonctionne un jour. Parce que mon rêve, c'est que ça devienne une entreprise familiale. Voilà, que mon frère travaille et qui est un très bon, il a appris sur le tas, un très bon caméraman et qui m'aide à me détendre quand je suis en plein tournage et que je suis au bord de la crise cardiaque. Voilà, que mon frère m'aide, que ma sœur et mon beau-frère qui, pilotent le drone, fassent partie de l'entreprise et voilà, que une de mes belles-sœurs, qui est une photographe magnifique, bah, voilà, que ça devienne une entreprise, qui Bon. serve à valoriser le patrimoine, une entreprise familiale, ça va être le côté italien, on aime bien tout Ça ça. fait ça fait doublon, c'est magnifique. Ouais, Bah, vraiment tous dans le même bateau, hein, pareil, hein, l'objectif et en plus en soutenant vos streamers, vous permettez à nous de toucher plus de personnes qui sont intéressées par ces ouais, questions d'histoire, de culture et du patrimoine et ça nous aide grandement et ça aide mmh, indirectement du coup le patrimoine. tout Bah, à très fait. bien. Est-ce que tu aurais Ouais, quelque parce chose à que c'est pas ajouter? voilà, le but c'est de vivre, on est d'accord, on est tous là, à moins que je me marie avec un marquis, mais c'est pas encore prévu. Mais Peut-être. un marquis riche, hein, un marquis riche. Mais j'ai le 06 d'un Orléans, donc c'est pas grave. C'est bon. Mais je peux toujours essayer. Mais ouais, l'idée c'est voilà, c'est de pouvoir en vivre pour pouvoir faire vivre le patrimoine, en fait. Alors j'espère que les gens perçoivent que c'est un côté altruiste, voilà, que c'est vraiment l'idée, c'est, voilà, c'est de de faire vivre, notre patrimoine, notre passé. OK, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je pense que c'est bon. On est bon? On est bon, on Mmh. est super. Bah, si vous avez une dernière question, on est bien. Et puis on va se conclure là-dessus sur le patrimoine, les amis. On vous dit, voilà, allez follow la chaîne d'Anaïs, Ouais. venez soutenir vos streamers et Il y a une vidéo qui youtubeurs va sortir, préférés. dimanche, d'ailleurs. Ah, sur quel Une sujet? vidéo. Voilà. Bah, c'est sur le château de Duras. J'en avais fait une sur l'histoire vraiment des propriétaires qui sont, assez impressionnants. Si vous êtes fan de Game of Thrones, je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que franchement, je pense que l'auteur de Game of Thrones aurait pu s'inspirer largement des propriétaires de Duras. Là, ça va être, sur 10 choses, incroyables, dans ce château et pour vous donner un petit indice, il y avait l'eau courante dans le château fort à l'époque. Incroyable. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont un peu waouh. Donc voilà, si vous voulez découvrir 10 choses incroyables sur ce château qui en fait, vraiment incroyable, quoi. Et bizarrement en discutant avec personne j'ai des personnes qui me disent: «Ah mais ça me dit quelque chose» ou des personnes qui me disent: «Ah ouais mais je l'ai visité, c'est vrai, c'est vrai». Donc voilà, la prochaine vidéo ça sera ça sur les choses incroyables, du château de Duras, qui est dans le Lot-et-Garonne. OK, bah, super. Bah, nous, on va se conclure là-dessus. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés, qui ont posé des questions.
Merci à vous. En tout cas, le replay sur Twitch sera disponible dès la fin pour tout le monde, hein.